Bienvenue dans un nouvel épisode captivant du Heroes Podcast. Aujourd'hui, nous allons faire un voyage à travers l'histoire de BlaBlaCar, une entreprise qui a révolutionné le covoiturage en ligne. Grâce à l'histoire de Frédéric Mazella, dans le livre d'aujourd'hui, nous étudierons leurs succès, leurs difficultés et comment ils les ont surmontés. Nous comprendrons également le jargon du monde des startups. Bienvenue sur le podcast des héros. Nous parlons de la tech et apprenons des héros du passé et du présent pour devenir ceux du futur. Je suis votre hôte, Damien Domer. Est-ce que vous savez que pour suivre ce podcast et ne manquer aucun épisode grâce aux notifications, vous pouvez vous abonner gratuitement sur les applications YouTube, Spotify, Apple Podcast, Deezer, Google Podcast, Amazon Music et bien d'autres. Les liens vers le podcast sur chacune de ces plateformes sont disponibles dans la description de cet épisode. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification. Et si vous aimez, n'oubliez pas, s'il vous plaît, de laisser une bonne note pour que l'algorithme puisse le proposer à un maximum de personnes. Merci. Les premières années d'un projet sont toujours difficiles. On se sent vulnérable, comme au pied d'un mur sans escalier et sans prise. Il faut être créatif, souple, multitâche, à l'écoute, mais fédérateur et synthétique pour gravir une à une les marches que l'on construit d'ailleurs soi-même. Ne cherchez pas d'ascenseur, il n'y en a pas. Les entrepreneurs prennent toujours les escaliers. Et puis tout s'accélère, tout se bouscule. Vous devez tout faire maintenant et vite. Recruter, construire, communiquer, écouter, encore et toujours, analyser, répondre, bref, agir. Face à l'avalanche de priorités, vous développez des réflexes et des modes de pensée salvateurs. Tel un joueur d'échecs qui mène plusieurs parties en même temps, vous apprenez à être efficace à chaque coup. Avancez maintenant sur plusieurs domaines en parallèle, mais avec une vision de long terme. Le plus important dans tout cela, c'est l'empathie, qui vous plonge dans chaque situation. Elle vous ouvre des voyages gratuits dans les mondes parallèles mais complémentaires de chacun de vos interlocuteurs. Comment le client utilisera-t-il un tel service? Comment l'ingénieur résout-il les problématiques techniques? Comment le designer design-t-il l'expérience d'utilisation du produit? Que pense la financière de l'équilibre économique du tout? Quel positionnement de marque adoptera la directrice marketing? Comment la planète va-t-elle s'en accommoder? Quelles préoccupations remonteront aux responsables du service client? Un projet, c'est un peu comme un objet en 3 dimensions. Il faut l'examiner sous tous ses angles pour ne rien oublier et valider sa cohérence. Cette façon de penser m'a été utile tout au long du parcours. C'était l'introduction de Frédéric Mazella dans le livre Mission BlaBlaCar, les coulisses de la création d'un phénomène. C'est le livre dont on va parler aujourd'hui. Nous allons étudier BlaBlaCar, comme je vous ai dit, et le parcours de Frédéric Mazella. Vous trouverez le lien vers le livre dans la description de cet épisode. N'oubliez pas, utilisez mon lien s'il vous plaît pour acheter le livre, car vous aiderez le podcast en faisant ça. J'aime bien ce livre et il est très particulier. Bon, déjà, il retrace l'histoire de BlaBlaCar, sa création, ses difficultés, etc. Et il est particulier parce qu'il est écrit comme l'épisode d'un podcast. Il est assez différent des livres que j'ai l'habitude de lire. Je dis ça parce que dans les chapitres, c'est comme une conversation. Genre, l'hôte du podcast pose une question et Frédéric répond. Vous voyez ce que je veux dire? Et entre 2 chapitres, il y a l'histoire d'une ou plusieurs startups qui ont réussi et de leur stratégie. Le livre est un peu comme un livre scolaire pour enseigner aux gens comment construire les startups. Parce qu'à la fin, il y a des stratégies qui sont écrites et ces stratégies-là viennent du parcours de Frédéric Mazella. Par exemple, le modèle Dream dont il parle dans le livre pour faire en sorte que des utilisateurs de votre plateforme qui ne se connaissent pas se font confiance quand même. Il y a plusieurs petites techniques à la fin du livre et je vous le recommande vivement. Et en passant, il me fait penser à un livre que je lis actuellement. Le nom du livre, c'est Founders at Work. C'est un livre aussi comme un podcast où, bon, la différence entre le livre là et celui-ci, c'est que dans celui-là, il y a plusieurs fondateurs de startups qui viennent chacun son tour et répondent aux questions de la personne qui écrit le livre. Et je vous recommande ce livre parce que là, il y a des histoires
C'est tellement intéressant. Et les difficultés de plusieurs fondateurs, notamment aux États-Unis. Bon, et il y a d'autres fondateurs européens aussi. Il y a la version du livre pour des fondateurs européens. Et il y a tellement de choses à apprendre dans ces livres-là. Je vais laisser le lien vers le livre Founders at Work dans la description. C'est quoi Blablacar? Ceux qui m'écoutent qui ne sont pas en France ou qui ne sont pas dans des pays où Blablacar est très connu, Blablacar est une plateforme en ligne de covoiturage. Aussi simple que ça. Elle met en relation les conducteurs et les passagers qui voyagent dans la même direction. C'est tout, aussi simple que ça. Et c'est les leaders dans ce domaine. Et la prochaine question, qui est Frédéric Mazella et d'où vient l'idée de Blablacar? Frédéric Mazella, c'est le fondateur de Blablacar. Et il est un entrepreneur français célèbre ici en France. Je ne sais pas trop dans les autres pays, mais il est connu ici en France. En 1999, Frédéric Mazella était à Stanford pour ses études. Et Stanford est une université très célèbre aux États-Unis. Et c'est là-bas que les fondateurs de Google ont fait leurs études. Et à cette époque-là, il raconte dans le livre que tout le monde essayait Google Beta. Tout le monde en parlait. Google n'était pas encore la grosse société qu'on connaît aujourd'hui. C'était encore une start-up. Et dans le campus de Stanford, il y avait des centaines de start-up. Et lui, il a trouvé ça vraiment, vraiment, vraiment inspirant. C'était quelque chose qu'on ne trouvait pas encore ici en France. La France ne connaissait pas ce que c'est que les start-up. Et ça allait prendre du temps pour vraiment se développer en France. Du coup, il a trouvé cette expérience-là vraiment excitante. Ça l'a fasciné, ce monde des start-up. Et il se met à réfléchir. Il réfléchit. Il pense à plusieurs idées de start-up. Qu'est-ce qu'il va pouvoir créer pour lancer sa propre start-up? Il savait coder, donc du coup, il essaie de bricoler quelques idées par-ci par-là. Et quand il rentre en France, c'est à ce moment-là qu'il a eu l'idée de Blablacar. Bon, voici ce qu'il dit à propos de ça dans le livre. L'idée est une étincelle, mais pour faire un feu, il faut aussi du bois et de l'oxygène. Dans le cas d'un projet entrepreneurial, le bois, c'est l'adéquation d'un produit ou d'un service avec un besoin et son contexte. Et l'air, c'est le travail. Il faut souffler fort et longtemps sur le feu pour qu'il prenne. L'idée de Blablacar, elle m'est venue un beau mois de décembre. J'habitais Paris et je voulais rentrer en Vendée pour passer les fêtes de fin d'année en famille. Mais tous les trains affichaient complets. Je n'avais pas de voiture et les 450 km qui séparent la Vendée de Paris semblaient très longs. J'ai alors appelé ma sœur Lucie qui habitait à Rouen pour lui demander de faire un détour par Paris et me récupérer. Sur la route, j'ai vu un TGV nous dépasser le long de l'autoroute A10. C'était le train dans lequel j'aurais pu être si j'y avais trouvé une place. En même temps, j'ai pris conscience des centaines de voitures presque vides qui nous entouraient et se dirigeaient également vers la Vendée, beaucoup n'ayant que leur conducteur à bord. L'enfant en moi s'est alors subitement demandé « Papa, pourquoi les trains sont complets et les voitures vides? Puis, est-ce que je peux réserver une place libre aussi dans une voiture ?» On ne pouvait pas. Et après son voyage et l'idée qu'il a eue, il commence à rechercher si l'idée a déjà été implémentée par quelqu'un d'autre. Il regarde sur Internet, il cherche, mais il ne trouve rien. Et il se dit, mais c'est une idée tellement simple, c'est bizarre que personne n'ait jamais eu l'idée de mettre une plateforme où les conducteurs prennent des passagers pour aller d'un point A à un point B. Et il se demande même si c'est illégal, parce qu'il était tellement étonné que ça n'existait, que ce genre de plateforme n'existe pas déjà. Et du coup, après avoir eu l'idée, il s'est mis à parler de l'idée à presque tout le monde. Il leur pitchait l'idée, regardait ce que ses interlocuteurs avaient à dire à propos de l'idée, et il écoutait très attentivement le retour de chaque personne. Il était en mode « Allez, dis-moi ce que tu penses, je veux savoir », et il était très objectif. Et il dit aussi dans le livre qu'il ne faut pas avoir peur que l'on vole votre idée. Et il explique très clairement. Et voici pourquoi. Bon, dans le livre, on lui demande « Mais beaucoup d'entrepreneurs craignent de se faire voler leur idée. » Voici comment il répond. « Il faut dépasser cette peur pour progresser. Rien n'est plus prisant qu'une idée dont le temps est venu. » disait Victor Hugo. Mon premier réflexe quand j'ai commencé à réfléchir à mon idée a été d'en parler à mes meilleurs amis, Damien Grelier et Patrick Mabille.
J'avais même donné rendez-vous à Patrick directement dans le showroom de Renault sur les Champs-Élysées pour lui partager l'idée au volant d'une voiture d'expo. Quand le temps d'une idée est venu, nous sommes nombreux à la voir car elle émerge en même temps que les problèmes qu'elle vise à résoudre. Les personnes qui rencontrent les mêmes problèmes au même moment recherchent simultanément des solutions. Il faut donc partager son idée sans crainte car elle existe déjà, elle est déjà dans l'air. En fait, les bonnes idées ne se font pas voler, elles volent déjà de leurs propres ailes. Aussi, comment savoir si l'idée est attractive pour d'autres si on ne la partage pas? Comment imaginer une solution qui marche? La différence entre les personnes qui ont la même idée au même moment se fait principalement sur 2 critères, la qualité d'exécution et la rapidité à tout mettre en musique. Or, partager l'idée accélère le processus. Donc, il partageait son idée en étant toujours à la recherche de feedback pour améliorer son idée. Et il dit qu'il faut être très attentif. Quand on reçoit un feedback, il faut garder l'esprit affûté et il faut garder une honnêteté intellectuelle totale. Être brutally open-minded, genre ouvert d'esprit, très ouvert d'esprit, et écouter très attentivement ce que les gens disent. Et il dit aussi que ça peut être difficile. Genre, si vous êtes ingénieur et que vous avez construit le produit, vous pouvez vous dire que vous pouvez prendre à cœur toute critique et essayer de les combattre. Mais il faut être ouvert d'esprit et essayer de se mettre à la place des utilisateurs et utiliser soi-même son produit une fois qu'on l'a construit. C'est ce qu'il dit. Et je pense que c'est un conseil très utile. Parce que si vous avez déjà construit un truc, si vous avez eu de l'expérience en tant que constructeur, bon, là, je suis ingénieur et je construis des applications et des softwares. Et au début de ma carrière, j'étais en mode, quand je reçois une critique, je combattais. J'étais en mode du combat. Tu connais le nombre de temps, le nombre d'heures que j'ai pris pour faire ce truc. Pourquoi tu critiques? Donc, c'est ce mindset-là que j'avais. Mais au fil du temps, quand tu évolues, tu te rends compte qu'en fait, les critiques ne sont pas contre toi. Il faut garder l'ouverture intellectuelle. La plupart des critiques ne sont pas contre toi, en fait. Et il faut savoir être ouvert d'esprit et se mettre à la place de la personne qui utilise votre outil ou votre plateforme. Il dit, la vraie épreuve de feu, c'est l'usage. En parallèle de toutes ces discussions, il faut donc utiliser intensément le produit et si possible devenir soi-même le client le plus exigeant. J'ai fait beaucoup de stops quand j'avais autour de 20 ans et depuis que j'ai lancé Blablacar, je fais beaucoup de covoiturage en tant que passager comme en tant que conducteur. Au-delà du service qu'il me rend, comme à tout covoitureur, c'est une excellente méthode pour vivre l'expérience du produit et se rendre compte des améliorations dont pourrait encore bénéficier le produit. Un des principes de nos premières années chez Blablacar, c'était Think it, build it, use it. Il signifie que les collaborateurs travaillant chez Blablacar font partie de la communauté des covoitureurs et sont aux premières loges pour évaluer comment marche notre service et formuler les retours d'utilisation. Ainsi, le feedback loop est très rapide puisque nous sollicitons triplement notre cerveau. Le créatif pense le service, l'ingénieur le construit et le client l'utilise. Et comme tout se passe dans le même cerveau, il n'y a dans ce cas même pas besoin de passer par la case de l'anxiété qui consiste à accepter les retours puisqu'on se les fait soi-même. Dans ce cycle, il faut garder un esprit critique affûté accompagné d'une parfaite honnêteté intellectuelle de manière à ce que le créatif ou l'ingénieur en nous reconnaisse que le client a toujours raison. Beaucoup de collaborateurs ont même le badge ambassadeur de Blablacar, distinction réservée aux membres de la communauté les plus actifs et les plus impliqués. C'est bien ça, j'aime cette culture d'entreprise, brutally open-minded. Les challenges lors de l'aventure Blablacar. Frédéric Mazella a eu un tas de difficultés pour faire démarrer son entreprise, déjà dès le départ. Il a créé Blablacar peu de temps après l'explosion de la bulle Internet, et ce qui a fait en sorte que les banques françaises, qui ne connaissaient pas encore le potentiel des startups, étaient très frileuses à l'idée de lui ouvrir un compte bancaire, genre seulement ouvrir un compte bancaire. Vous imaginez un peu comment c'était tendu à l'époque, mince. Maintenant, de nos jours, il y a des startups qui facilitent l'ouverture de comptes bancaires. Il y a des startups qui facilitent les processus de création de startups. Bref, c'est un peu pour vous dire comment c'était à l'époque. Et ça me fait penser à l'Afrique. Genre le Cameroun, par exemple, d'où je viens. Je me dis que le monde des startups au Cameroun, c'est compliqué.
en Afrique, en général, les pays d'Afrique francophone surtout. Parce que le Nigeria, là-bas, on voit il y a des licornes et tout. Mais chez nous, c'est un peu compliqué. Et ça me fait un peu penser où la France était il y a plus de 10 ans. Il y a, voire peut-être même 15, je sais pas. Mais un truc comme ça. Parce que l'on doit encore lutter contre les mentalités un peu rétrogrades. Il y a plein de difficultés. Mais bon, on va y arriver. Un peu comme la France, on va y arriver. Et je trouve que c'est très important d'étudier comment c'était en France par le passé et les batailles que ces entrepreneurs-là ont eu à mener pour qu'on en arrive aujourd'hui, où il y a des émissions comme Qui veut devenir mon associé sur M6, où il y a des angel investors comme Xavier Niel avec son fonds d'investissement qui investit dans environ 2 startups par semaine tout au long de l'année, qui est énorme, où il y a des gens comme Anthony Bourbon avec le Blast Club qui investissent des millions d'euros dans des startups françaises. J'aimerais bien qu'on ait ce genre d'écosystème en Afrique francophone. Et j'espère avoir un impact positif qui poussera les choses dans ce sens-là. Continuons à étudier ce qui marche dans les pays développés pour pouvoir un jour s'en inspirer et faire quelque chose de grand dans nos pays, par exemple. Ou même faire quelque chose de grand ici, dans les pays développés, qui auront un impact dans nos pays respectifs. Bon, c'était ma phase un peu patriote. Bref, revenons dans le livre. Je me souviendrai toujours de ce jour où, en pleine présentation, un investisseur venu de Londres a totalement décroché du rendez-vous. Il venait de comprendre que malgré le trafic sur le site, nous ne percevions pas 1 euro de la part de nos utilisateurs. Il a alors appelé son assistante pour lui demander d'avancer l'horaire de son train et de rentrer plus tôt, car son rendez-vous serait finalement court. L'ambiance est refroidie d'un coup, c'est chaud. J'ai aussi dû me rendre dans 7 banques différentes pour réussir à ouvrir un simple compte bancaire. Échaudé par la bulle Internet de 2000, les banques refusaient de m'ouvrir un compte alors que je voulais déposer 10 000 euros pour créer la société. Elles semblaient traumatisées par le mot Internet. Certaines banques me disaient « Oh mais oui, nous travaillons avec des startups. Amenez-nous vos 3 derniers bilans annuels. » Mais c'est fou. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, ils sont malades. Genre, les banques lui disent, je répète, oh mais oui, nous travaillons avec des startups. Amenez-nous vos 3 derniers bilans annuels. Une startup est censée être un truc qui est en train de naître, qui est en train de croître, quoi. Tu n'es pas censé avoir un bilan. Il y a des startups qui ne font même pas de l'argent dans leurs premières années, qui brûlent du capital. Bref, allons-y. Bilan que je n'avais pas en ma possession puisque j'étais justement en train d'immatriculer la société. D'autres affichaient des tarifs prohibitifs avec des comptes bridés aux fonctionnalités volontairement manquantes pour éviter que la société ne soit mal gérée. Entre guillemets, c'est ce qu'il disait. Je me souviens même d'un agent qui m'a raccompagné à la porte de son agence en me tapotant sur l'épaule et en me disant « Merci monsieur, mais l'Internet, on a déjà donné ». Pour me consoler de ne même pas parvenir à ouvrir un compte bancaire, je me disais que si un banquier ne croyait pas en mon projet, c'est que cela serait peut-être un service public. Je suis finalement allé voir la poste en essayant de raconter Blablacar sans prononcer le mot Internet. Un vrai défi, mais ça a fonctionné. La banque postale est devenue notre première banque. Il est allé jusqu'à pitcher son idée de start-up, pour ouvrir un compte bancaire sans prononcer le mot Internet. Parce que les Français étaient frileux après la bulle Internet. Et il parle aussi dans le livre de l'optimisme des Américains. Après la bulle Internet qui éclatait principalement aux États-Unis. Je vous répète que cette bulle a éclaté aux États-Unis, elle a commencé aux États-Unis. Et ceux qui ont subi le plus de pertes étaient les Américains. Mais malgré ça, les Américains sont restés optimistes. Ils se sont dit, Internet est ce truc qui est grand et qui est là pour rester. Ça va continuer à grandir. On a eu des problèmes avec des startups qui sont venus, qui ont levé des fonds et qui ont tout consommé, qui n'ont pas produit et ça a fait éclater la bulle. Mais on est optimiste parce qu'il y a des startups qui réussissent et qui grandissent. Par contre, en Europe et en France, dans ce cas-ci, ils ont vu éclater. Ils se sont dit on ne touche pas à ça. Le pessimisme contre l'optimisme. Et après que le produit soit lancé, que la plateforme Blablacar soit mise en place, le défi le plus intéressant selon moi était celui des freeriders. Des personnes qui prenaient rendez-vous pour un covoiturage, mais qui posaient des lapins
poses un lapin à la personne qui t'attend là, sur le trottoir, pour te mener à ta destination. Pas bon ça. Et ils étaient nombreux sur Blablacar. Et j'adore cette partie du livre. C'est l'une de mes parties préférées même. Bon, c'est dans mon top 3 des parties préférées. Bref, quand je lis un livre, j'ai des dizaines et des dizaines de highlights. Voire peut-être même 100 par livre, hein, je sais pas, selon la taille du livre. Mais là, je kiffe cette partie-ci. J'aime explorer en général les difficultés des startups. Et ça me fait penser à l'épisode 10 de ce podcast. J'ai mis le lien dans la description de l'épisode 10. Et je vais dire, j'ai mis le lien dans la description de cet épisode-là. L'épisode 10 de ce podcast. C'est l'épisode sur PayPal. La lutte contre les hackers russes et la création d'Igor. Et j'en parle dans l'épisode de PayPal. Il y a le CTO de PayPal, Max Levchin, que je respecte. J'ai un profond respect. Je suis moi-même ingénieur, genre technique. Toute ma vie était dans la technique totale purement. Et ce qu'il a fait, respect total. Là-bas, on parle du plus gros problème de PayPal. Ce qui a fait faire faillite. Ce qui a failli faire en sorte que PayPal fasse faillite. Il y avait des hackers russes qui siphonnaient de l'argent de PayPal. Et il y avait une lutte, genre une guerre active sur Internet. Hackers contre CTO, hackers avec les solutions qu'ils ont mis en place. Et le fait de combattre ces hackers-là a permis à PayPal de créer une solution qu'on appelle Igor. C'est un logiciel de lutte contre la fraude. Et ça a fait en sorte que PayPal, d'après les fondateurs de PayPal, ne soit pas seulement une fintech. PayPal est plus une société qui lutte contre la fraude que ce n'est une fintech. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Et à force de lutter de façon acharnée et de créer Igor, ils ont réussi à avoir un partenariat avec le FBI qui utilisait leur logiciel pour lutter contre la fraude aussi de leur côté. Et plus tard, le cofondateur de PayPal, Peter Thiel, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris le concept d'Igor et toutes les solutions qu'ils ont mis en place pour lutter contre la fraude dans PayPal pour créer une société qu'on appelle Palantir. Et cette société-là, elle lutte contre le blanchiment d'argent, la fraude, tout ça. Et elle a aussi permis de détecter où se trouvait Osama Ben Laden. Oui, si je me rappelle bien, dans le livre Zero to One, livre que j'ai couvert dans l'épisode 9 de ce podcast, très enrichissant. Et dans le livre, il parle de Palantir et de l'impact que ça a eu. Les difficultés des startups peuvent les amener à créer un nouveau business model, créer de nouvelles solutions. Et c'est ce qui s'est passé avec Blablacar. Bon, ce n'était pas de la même ampleur que Palantir, que PayPal. Non, pas du tout, mais bon. Allons-y, voyons ça ensemble. Avez-vous déjà pensé à comment faire bon usage de votre temps quand vous êtes dans une salle d'attente, un taxi ou les transports en commun? Ce que moi je fais dans ces situations, c'est d'écouter des livres audio avec Audible. Audible est une plateforme où vous pourrez écouter des milliers de livres audio. Si vous utilisez mon lien doomer.me/audible, donc doumer.me/audible, vous pourrez écouter gratuitement, oui gratuitement, l'un des livres que je couvre dans ce podcast, ou tout autre livre de votre choix. Si bien sûr c'est la première fois que vous vous inscrivez sur Audible, le lien se trouve dans la description. La communauté venait de dépasser 500 000 covoitureurs en France et nous avions constaté un manque grandissant de fiabilité des passagers. Sans engagement à l'avance, sans paiement en ligne et sans pénalité en cas d'annulation, certains passagers et même beaucoup abusaient de la disponibilité des conducteurs. Une rapide enquête nous avait révélé un chiffre effrayant. 35% des passagers ayant réservé une place ne voyageaient finalement pas avec leur conducteur. Et cela augmentait chaque mois. Quand ils étaient polis, ils appelaient le conducteur avant le départ. Quand ils ne l'étaient pas, ils posaient un lapin. On les surnommait les free riders, plutôt sans gêne. Le problème, c'est que leur comportement détruisait la confiance réciproque qui régnait dans la communauté naissante. Pire, ils faisaient fuir les conducteurs fiables qui, alors même qu'ils posaient gentiment leur place libre, se retrouvaient pénalisés et énervés à attendre des fantômes. On recevait des messages de conducteurs nous disant « Au revoir, c'était la dernière fois que je proposais mes places dimanche dernier, je ne supporte plus l'incivisme. » La situation était très préoccupante. Aussi, comme le manque de fiabilité entraîne forcément un manque de confiance réciproque et que chacun cherche alors simplement à préserver égoïstement ses intérêts, nous avions constaté que pour se
prémunir des annulations fréquentes des passagers, certains conducteurs commençaient à faire du surbooking. Bien que n'ayant que 3 places dans leur voiture, ils acceptaient 4 passagers, certains que l'un ou 2 d'entre eux seraient absents au moment du départ. Seulement, il arrivait aussi que tous les passagers viennent. Au rendez-vous, auquel cas un passager devait rester sur le trottoir. Mauvaise expérience. En réaction, lors de son covoiturage suivant, le passager malchanceux faisait une double réservation. Il réservait en même temps dans la voiture de 2 conducteurs différents pour être sûr de ne pas rester en bord de rue ou de parking. Bref, une spirale infernale. La taille grandissante de la communauté créait des comportements d'incivisme généralisé capables de compromettre l'existence même d'un service de covoiturage à grande échelle. Nous allions mourir étouffés sous le poids de notre communauté qui avait attrapé la maladie de la défiance. Nous ne parlions plus que de cela lors de nos discussions d'équipe. C'est ce qui nous a amené à concevoir le système de réservation en ligne qui a permis de stopper l'hémorragie. Ce problème de confiance est un problème très intéressant. C'est comme un cercle vicieux. Quelqu'un fait du mal, l'autre subit, et il dit non, je ne vais plus subir la prochaine fois, je vais faire du mal en retour. Mais bon, ils ont su combattre ce problème et plus tard, dans le livre, ils parlent du modèle Dreams. C'est un modèle qu'ils ont développé dans Blablacar pour réussir à faire en sorte que des utilisateurs d'une plateforme qui font partie de la même communauté se fassent confiance sans même se connaître. Et il a mis les détails de ce modèle-là de telle sorte que n'importe qui peut l'utiliser pour créer cette atmosphère de confiance sur sa propre plateforme. Je vous conseille de prendre le livre pour lire et un peu comprendre le modèle. C'est un modèle tout simple. Bon, je ne vais pas tout couvrir dans ce podcast, ça ne se fait pas. Je vais que parler de mes highlights. Si vous voulez le reste, achetez le livre. Le lien pour l'acheter est dans la description. Et si vous utilisez ce lien-là, vous aiderez le podcast. Et on pourra couvrir encore plus de livres et vous parler de plus de nouveautés grâce à cet achat. Merci. Bon, quelle était la solution concrète à leur problème? J'ai vite fait parler du modèle Dreams il y a quelques petites secondes, mais dans le livre, il va un peu plus en détail. Il dit, là on lui demande dans le livre, où se situaient les fuites potentielles. Les accords se faisaient oralement. Nous avions mis en place un système de notation des expériences de covoiturage pour tirer les comportements vers le haut, mais manifestement cela ne suffisait pas. Le système de notation avait permis de fiabiliser la communauté des conducteurs puisque sur leurs annonces figuraient leurs notations. En revanche, les passagers, eux, pouvaient contacter directement les conducteurs par téléphone pour réserver dans leur voiture tout en conservant leur anonymat. Par gentillesse, les conducteurs acceptaient souvent de leur réserver une place sans connaître le profil des passagers qui les appelaient. Les passagers freeriders avaient des profils plutôt désastreux en termes de fiabilité, avec plusieurs annulations signalées a posteriori par des conducteurs, mais ils pouvaient encore parfaitement utiliser le service en appelant puis en annulant ou en ne se présentant pas, puisque ces derniers n'avaient pas accès à leur profil. Le comble, les passagers les moins fiables étaient comme tout le monde très attirés par les conducteurs fiables. Tout le monde aime les gens fiables. Ça, c'est drôle. Et là, on lui demande comment avez-vous rétabli l'équilibre entre conducteurs et passagers. Nous avons introduit l'engagement des passagers formalisé par le paiement en ligne à l'avance. Suite à l'introduction de ce système, les annulations ont immédiatement dégringolé de 35% à moins de 3%. Certaines personnes se sont plaintes sur les réseaux sociaux. Mais qui étaient les plus opposés au changement? Qui étaient les plus opposés à ce changement? Bien entendu, ces mêmes freeriders. Or, nous leur rappelions simplement que la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Nous ne laissions plus pénaliser les conducteurs. Un passager qui payait à l'avance était un passager qui venait au rendez-vous. C'était tout ce qu'il fallait. Nous avons ainsi franchi une étape décisive dans la fiabilisation des échanges au sein de notre service. Le paiement en ligne nous a également permis de tester un nouveau modèle économique qui fonctionnait bien et facilitait notre croissance, car tous les modèles que nous avions essayés précédemment étaient déficitaires. La communauté pouvait dès lors continuer de grandir et atteindre
en toute confiance des dizaines, voire des centaines de millions de membres. Une étape très cruciale. Et je me demande pourquoi ils n'ont pas pensé à ça dès le début. Malheureusement, on ne dit pas ça dans le livre. Bon, ou peut-être aujourd'hui, c'est un peu évident d'avoir ce genre de système de paiement à l'avance et de penser que ça va rendre plus fiable les interactions entre les utilisateurs. Peut-être c'est parce qu'aujourd'hui c'est évident, mais peut-être à cette époque-là, ce n'était pas si évident que ça. Ou peut-être les services de paiement n'étaient pas flexibles. Bon, je ne sais pas trop, mais c'est une bonne solution au problème qui a beaucoup aidé. Et plus tard dans le livre, il parle du modèle DREAMS, D-R-E-A-M-S. Bon, j'en ai déjà parlé il y a quelques instants. J'ai abordé le sujet de manière plutôt scientifique en décortiquant les éléments qui construisent le sentiment de confiance chez l'humain. De manière surprenante, on recense assez peu de littérature ou plutôt de recherches scientifiques sur le sujet de la construction de confiance au sein de nos sociétés. J'ai donc ravivé mon âme de chercheur et mené plusieurs études avec Bruno, Maslow et Chronos et la Maïf dans un premier temps, puis avec les professeurs Yann Algan de Sciences Po et Arun de l'université NYU Stern à New York, dans un second temps. J'ai alors compris que l'apparition des profils d'interaction en ligne était pour la confiance, ce que l'invention du téléphone avait été pour les modes de communication. Une rupture spatiale et temporelle nous reliant à tout le monde, instantanément et sans déplacement. J'ai formalisé notre compréhension des sous-jacents de la construction de la confiance dans les communautés en ligne dans le modèle de confiance DREAMS et rassemblé nos découvertes dans un rapport intitulé Entering the Trust Age. Ce rapport révèle des résultats absolument inédits et impressionnants concernant la puissance du phénomène. On a par exemple appris que lorsque le modèle DREAMS est déployé dans une communauté comme Blablacar, il est possible de créer en ligne une vraie confiance entre des personnes qui ne se sont jamais rencontrées. On fait plus confiance à un membre Blablacar au profil complet qu'à des voisins ou des collègues que pourtant l'on connaît. Ce que j'aime bien dans le livre aussi, c'est qu'il nous parle un peu du monde de l'investissement dans les startups et de comment les parts sont réparties. Bref, il nous parle de beaucoup de choses dans ce genre. Et je pense que c'est intéressant d'apprendre ça, surtout si vous bossez dans une startup ou si vous voulez en créer une. Il dit, là on lui demande d'être action ordinaire ou de préférence monnaie, quelles sont les autres couleurs de l'argent caméléon? Il dit les options. Comme son nom l'indique, une option est une possibilité. Une option sur une action de société donne le droit d'acheter plus tard une action à tel ou tel prix fixé dès aujourd'hui. Cette option a elle-même un coût. On peut acheter par exemple une option à 1 euro qui donne le droit d'acheter une action ordinaire à 10 euros pendant 10 ans. Si l'action vaut 20 euros dans 5 ans, alors l'acheter à 10 euros nous fera gagner 9 euros. 10 euros de plus-value moins 1 euro, prix d'achat initial de l'option. En revanche, si plus tard l'action ne vaut que 5 euros, notre droit pour l'acheter à 10 euros n'aura aucun intérêt. On aura alors perdu 1 euro, prix de l'option initiale. Pour les collaborateurs, on dispose également de la possibilité d'offrir des options gratuitement. Lorsque la société est jeune, cela s'appelle les BSPCE, bons de souscription de parts de créateurs d'entreprises. Ces possibilités multiformes d'options et de valeurs futures ne sont pas toujours comprises ou appréciées en France, où la culture de l'actionnariat des employés est moins développée que dans les pays anglo-saxons par exemple. En conséquence, il est arrivé qu'en entretien d'embauche, lorsque je proposais des BSPCE aux candidats, on me demande si nous n'offrions pas plutôt des tickets restaurants. Lol. Évidemment, c'est totalement différent. Mais le concept de ticket restaurant qui donne immédiatement la possibilité de s'acheter un repas est beaucoup plus immédiat à comprendre. C'est dommage que ça ne soit pas très développé ici en France, les BSPCE et tout. Il y a un autre concept très intéressant. Il dit, il y a une notion que j'ai adorée lorsque je l'ai comprise. C'est la possibilité de changer du CAPEX, Capital Expenditure, ou dépenses d'investissement en français, en OPEX, Operational Expenditure, ou dépenses d'exploitation. Ça aussi, c'est un joli tour de magie.
C'est une forme de prêt lié à l'usage. C'est exactement ce que l'on voit dans les industries de la téléphonie mobile et aussi dans l'industrie de l'automobile. Quand un opérateur nous propose un téléphone à 1 euro, en échange d'un engagement à rester client 24 mois avec un forfait de 30 euros, il finance l'acquisition de l'appareil qui ne vaut naturellement pas 1 euro par la promesse d'un usage futur de ses services. Un abonnement 24 mois à 30 euros, cela représente 720 euros, donc a priori plus cher que le prix de revient du téléphone pour l'opérateur. Ça, c'est un concept très intéressant. Bon, place à la partie finale de cet épisode. Comme dans pratiquement tous les épisodes que je fais à propos des personnes remarquables dans ce monde, les héros, comme je les appelle. Donc à la fin de ces épisodes-là, je fais une petite liste des choses que j'ai appris et qui sont selon moi les choses les plus importantes qu'on doit tirer de leur parcours. Ceux qui n'écoutent pas jusqu'à la fin ratent et tant pis pour eux. Vous qui m'écoutez, les vrais, je vous remercie et j'espère surtout que ces leçons-ci vous seront très utiles. Leçon numéro 1. Il faut être patient et consistant, même après avoir réussi. Voici ce que Frédéric Mazella dit d'un service qu'ils ont mis en place bien après que Blablacar soit un phénomène en France. Il a fallu être patient pour le lancement de notre activité de covoiturage longue distance, mais aussi pour Blablacar Daily, pour le lancement de nos bus ou bien de notre produit d'assurance. Lors du premier mois de lancement de Daily, nous n'avions réalisé que 5 covoiturages. Face aux centaines de milliers de covoiturages mensuels en longue distance, les chiffres faisaient pâle figure. Malgré une communauté de covoiturage au sens large qui comptait déjà 50 millions de membres à l'époque, et malgré notre marque déjà connue, il nous a fallu près de 18 mois pour atteindre les 10 000 covoiturages. Petit paragraphe dit tout. Il faut être patient. Et dans le livre, il va un peu plus loin, il parle du concept de grain de sable. Quand vous avez une place de marché en ligne, un peu comme Blablacar, il faut construire ceux qui offrent et ceux qui demandent. Et il dit, quand vous avez un grain de sable dans chaque main et que vous essayez de les lancer, c'est très difficile. La probabilité que ces grains de sable se touchent et fassent un impact sont quasiment nulles. Mais si vous avez une paume de main remplie de grains de sable et l'autre remplie de grains de sable aussi, et que vous lancez le sable dans chaque paume de main, la probabilité que les grains de sable se touchent est très élevée. Et du coup, il faut avoir beaucoup d'offres et beaucoup de demandes dans chaque main et cela prend du temps. Même avec une marque avec 50 millions de membres, ça a pris un temps fou. La leçon numéro 2. Pour que votre société vive longtemps, il faut être un cannibale. Dit comme ça, c'est un peu brutal. Mais une fois que j'aurai expliqué le concept, vous comprendrez. Et ceci ne vient pas de moi, ça vient de Richard Branson. Et c'est aussi une leçon que Steve Jobs apprend dans sa biographie. Et c'est un truc que vous devrez noter. Frédéric Mazella dit ceci. Un jour, lors d'une conférence, j'ai croisé Richard Branson, le célèbre fondateur de Virgin, et je lui ai demandé « Comment fait-on durer une entreprise ?» Le plus naturellement du monde, il m'a répondu « Tu dois construire toi-même l'activité qui viendra tuer la tienne. » Je me plie à l'exercice régulièrement en tentant d'imaginer ce qui pourrait causer la disparition de ce qui marche aujourd'hui. Un virage stratégique manqué, un produit obsolète technologiquement, un incendie d'entrepôt, une marque fiable, une culture d'entreprise désunie, un concurrent mieux armé ou plus rapide que nous. Se faire peur est radical, mais c'est très efficace pour assurer sa survie. Ce qu'il dit est très pertinent parce que Steve Jobs pensait la même chose. Quand Steve Jobs a lancé l'iPod au début des années 2000, il s'est assis, il a réfléchi. Qu'est-ce qui pourrait potentiellement tuer l'iPod ? Et il a eu l'idée de l'iPhone. Et c'est en fabriquant l'iPhone que l'iPod est mort. Aujourd'hui, est-ce que vous entendez parler de l'iPod comme à l'époque ? Je ne pense pas. Parce que l'iPhone est venu avec les fonctionnalités de l'iPod et ça a tué l'iPod. C'est une forme de cannibalisme. C'est quelque chose que d'autres entreprises n'ont pas su faire. Par exemple, Kodak, la société qui a révolutionné le secteur de la photographie dans les années 90, au XXe siècle, en rendant les appareils photo accessibles au grand public, a connu une chute
vertigineuse, parce qu'elle a eu peur du cannibalisme. Je vous explique. Le tout premier prototype d'appareil photo numérique a été créé en 1975 par Steve Sasson, un ingénieur de Kodak, même la société qui faisait des milliards grâce à l'appareil photo avec pellicule. Mais Kodak s'est montré incapable d'exploiter cette innovation qui faisait certes la taille d'un grille-pain. Pire, elle a condamné Sasson au silence. Les dirigeants trouvaient son prototype mignon, mais lui ordonna de n'en parler à personne. En fait, le modèle économique de l'entreprise était centré sur la vente de pellicules et de produits de post-traitement de photos avec pellicule. Et cela représentait alors plus de 70% de son activité. Mais Kodak a donc eu peur de cannibaliser ses ventes et n'a changé d'avis que trop tard. La décision de focaliser les investissements de la société dans le numérique se sont fait tard et à cause de ça, ils ont manqué le tournant de la simplicité du numérique et le partage de photos en ligne. Et le coup de glace sonne en 2012 avec le dépôt de bilan de ce malgré les milliards investis dans les appareils photo numériques plus tard. Kodak, qui ne compte aujourd'hui que quelques milliers de salariés, n'a pas su se transformer à temps. À cause, le modèle économique de la société basé sur les pellicules et sa culture rigide ont freiné le changement. La leçon numéro 3. Cette leçon s'applique dans votre vie, pas seulement dans la vie de votre entreprise, mais dans votre propre vie. C'est une leçon très pertinente et c'est le genre d'erreur qu'on fait très souvent. Et Frédéric Mazella nous dit qu'il faut éviter le sunk cost. Les seules sociétés qui progressent sont celles qui ont bien assimilé le concept de sunk cost, les coûts irrécupérables. Les autres investissent sur le passé jusqu'à ce que le présent les chasse. Le fait d'avoir commencé un investissement en temps ou en argent ne justifie pas de le poursuivre si les résultats ne sont pas satisfaisants. Quand un clou est planté, tordu à mi-parcours, il faut surtout lever le marteau et arrêter de taper dessus. Sinon, il va finir complètement écrasé sur le côté. Soit on arrive à redresser le clou, soit on le retire pour en planter un nouveau. Dans tous les cas, il faut faire une pause et réfléchir et ne pas simplement continuer à taper sans se poser de questions. Ce serait sinon une pure perte de temps et d'énergie. C'est probablement là d'ailleurs qu'il faut faire la différence entre l'entêtement et la persévérance. Ce qu'il nous dit là est pertinent dans tous les domaines de nos vies. Il y a forcément un endroit où on persiste un peu trop, on continue à être persévérant, pas parce qu'on sait que ça va rapporter des fruits, notre persévérance va nous rapporter quelque chose, mais parce qu'on a déjà trop investi pour s'arrêter là. C'est ce qu'on se dit. On se dit qu'on a trop investi du temps, de l'argent et de l'effort pour s'arrêter là. Et c'est ce qu'on appelle le sunk cost. Il faut assumer le sunk cost et passer à autre chose. Et la dernière leçon, quatrième leçon, il dit la solitude et le burn-out guettent l'entrepreneur. Il faut savoir gérer ça. Le burn-out guette toujours l'entrepreneur. Il ne faut pas devenir monomaniaque sous prétexte de vouloir réussir, ni s'isoler. Il ne faut pas devenir monomaniaque sous prétexte de vouloir réussir, ni s'isoler socialement. Je m'en suis plutôt bien tiré, car j'étais averti. J'avais lu que statistiquement, les entrepreneurs ont 50% de chances en plus que la moyenne d'être atteints de troubles psychologiques et 2 fois plus de chances de souffrir de dépression. J'ai donc toujours fait attention à écouter tous signes physiques de surfatigue. J'en ai eu et ma réponse a toujours été radicale, dormir immédiatement et beaucoup même. Si certains projets semblaient ultra urgents, il y a de nombreuses professions qui précisent ces mêmes dangers et parfois bien pire. Je pense que les sportifs de haut niveau, des artistes ou des patrons de grandes sociétés ont largement les mêmes problématiques, avec parfois des enjeux de pression opérationnelle, de danger physique, voire d'addiction ou de dédoublement de personnalité, beaucoup plus préoccupants. Aussi, il faut préserver son entourage, car celles et ceux qui tiennent à nous nous font de retours précieux qui nous permettent de nous regarder de manière objective. Très bonne leçon. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas. Sur Spotify ou Apple Podcast, vous pouvez mettre 5 étoiles si vous avez aimé et laisser un commentaire. Sur Spotify, il y a un endroit pour laisser un commentaire, genre ce que vous avez pensé de cet épisode. Je vous remercie déjà d'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis rendez-vous pour le prochain épisode.
Bravo, vous avez terminé cet épisode du podcast des héros. Merci de le partager avec 2 personnes de votre entourage. Donnez-lui une note de 5 étoiles et rajoutez un gentil commentaire pour que l'algorithme puisse le proposer à un maximum de personnes. Et suivez-moi sur les réseaux sociaux pour rester à jour. Merci.